aujourd'hui Madame Hélène Pigot, l'augmentation du salaire minimum et les politiques de Donald Trump. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre bulletin de nouvelles. Notre équipe de reportage, formée d'Antoine Desruisseaux, de Marc-André Noël et de Jacob Carbonneau-La Rochelle, a invité Madame Hélène Pigot, candidate de la mairie de Sherbrooke, pour lui poser quelques questions. Donc aujourd'hui, nous avons invité Mme Hélène Pigot, prochaine candidate aux élections municipales de la ville de Sherbrooke. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. On vous a invité sur le plateau pour vous poser quelques questions à propos des prochaines élections. Exemple, quelles vont être les différences des partis ou quel est en fait votre parti en particulier. Donc, on va commencer par... Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parti, le Parti Sherbrooke Citoyen? Alors oui, ce parti, le Parti de Sherbrooke Citoyen, est né il y a 1 an. En fait, il est né d'une coalition de citoyens qui se sont inquiétés sur une baisse de démocratie à Sherbrooke parce qu'en fait, le maire a décidé de passer de 19 conseillers municipaux à 14 pour des raisons de gestion. Mais après, quand on fait ça, c'est que c'est sûr que les citoyens sont moins bien représentés. Donc depuis les dernières élections, en fait, ce mouvement de Sherbrooke Démocratie, a donné naissance au parti Sherbrooke Citoyen. Parfait. Ensuite, est-ce que vous avez certains antécédents en politique? Alors effectivement, je me suis présentée pour le Parti de Québec solidaire en 2014 aux élections provinciales. Et là, on a fait un score de 14%. Excellent. Quels vont être les principaux changements que vous voulez mettre surtout en application si vous êtes élu pendant votre mandat? Alors en fait, on a 5 axes dans notre programme. Je vais en parler de quelques-uns, dont la participation citoyenne qui nous tient énormément à cœur. Et on voudrait instaurer un budget participatif, donc proposer aux citoyens qui ont des projets de gérer par eux-mêmes, donc de proposer un projet, comme par exemple d'installer des jeux dans un parc ou des sièges le long des rues ou je ne sais pas quoi, et comme de pouvoir revitaliser leur quartier. Ensuite, on a beaucoup de préoccupations sur l'environnement, sur le transport pour permettre à tout le monde de pouvoir utiliser les autobus pendant la journée parce qu'en fait, on s'aperçoit que le transport est bien fait pour les gens le matin, les gens le soir, mais pendant la journée, c'est très difficile de se déplacer dans Sherbrooke si on n'a pas de voiture. Donc, quelles sont les différences entre vous, votre parti, puis le parti de M. Sévigny? Je dirais que nous, on est un parti qui va vraiment regarder énormément sur l'environnement et sur la participation citoyenne. C'est quelque chose qui est pour nous, qui est primordial. Il faut vraiment que Sherbrooke se développe par quartier, se développe sur une économie locale et en faisant très attention à l'environnement et, comme je disais, à la participation citoyenne. Parfait, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était Antoine Desruisseaux pour la salle des nouvelles. Prochainement, le salaire minimum augmentera de 50 sous. Catherine Landry, Laurent Samel et Gabriel Delisle se sont informés sur cette augmentation dont tous les travailleurs pourront bénéficier. Près de 35% des Québécois doivent se contenter d'un maigre salaire horaire de 10,25 $. Mais tout cela va bientôt changer. Les employés qui travaillent au salaire minimum pourront bientôt bénéficier d'un salaire de 11,25 $. Et tout cela à compter du 1er mai prochain. Nous avons rencontré Mme Jacinthe Cloutier, enseignante de l'École de la Montée. Bonjour, Madame Jacinthe Cloutier. On se demandait, face à l'augmentation du salaire qui va avoir lieu le 1er mai 2017, va-t-il avoir des conséquences pour les profits des employeurs face à l'augmentation du salaire? C'est évident qu'il va y avoir un impact parce que le fait d'augmenter le salaire, donc la masse salariale d'un patron, lui, doit compenser avec une perte de profit. Donc, on ne peut pas enlever à quelque part ou en mettre à quelque part sans enlever ailleurs. C'est évident qu'il va y avoir un impact. D'accord. Est-ce que travailler à 11,25 $ va aider la population à sortir de la pauvreté ou ça va l'empêcher? Pour certaines régions, c'est avantageux. Effectivement, c'est toujours mieux d'avoir plus de sous. Donc, le salaire minimum qui augmente, c'est bien. Mais encore là, ça a un impact sur le coût de la vie. Donc, pour côtoyer des entrepreneurs, ils me l'ont dit, moi, mes produits vont augmenter. Je pourrais pas, ma marge, elle ne peut pas baisser trop parce que souvent, ils sont déjà à côté. Leur marge de profit elle est très basse. Donc, les prix vont augmenter. Donc,
tu as plus d'argent, mais les biens à la consommation vont coûter plus cher. Donc, le coût de la vie va augmenter aussi avec le salaire. Probablement. Ouais. Merci. Reste à savoir les moments où auront lieu les prochaines augmentations du salaire minimum et les effets qui suivront cette nouvelle loi. Ici Gabriel Delille de l'école secondaire de la Montée pour la salle des nouvelles. Partout dans le monde, les élections américaines ont beaucoup fait parler à cause de leurs candidats et de leur opinion politique. Amélie Lapierre et Mathilde Montor ont interrogé Pierre-Luc Dussault, député de la ville de Sherbrooke, sur ce sujet. Le 20 janvier 2017, M. Donald Trump est entré à la Maison-Blanche. Celui-ci veut apporter beaucoup de changements. Et nous nous demandons quels impacts auront ces changements sur la ville de Sherbrooke. Nous avons interrogé M. Pierre-Luc Dussault, le député de Sherbrooke, sur ce sujet. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, super, merci. Comme vous le savez, c'est Donald Trump qui a été élu président des États-Unis. Celui-ci veut apporter beaucoup de changements. Est-ce que selon vous, ces changements auront des impacts sur l'économie de Sherbrooke? Tout à fait. Je pense que vous avez cerné un point important ici. L'économie de Sherbrooke est très liée avec les États-Unis. On le sait en Estrie en général, par notre proximité avec la frontière américaine. On a une économie qui est assez centrée dans certaines entreprises là, sur les exportations aux États-Unis précisément. Et donc c'est inquiétant, je dois dire ici, à Sherbrooke. Et le gouvernement du Canada suit la situation de près également dans la prochaine entente, s'il y en a une. Donc, vous avez prévu un plan pour améliorer la situation s'il y a quelque chose qui arrive? Oui, tout à fait. En fait, je pense que ce qu'on veut surtout dans la situation là, c'est au moins de garder nos acquis. Parce que présentement, je dirais que nos échanges commerciaux, avec l'accord de libre-échange nord-américaine, qui inclut le Mexique, pour l'instant, cet accord-là est en général là, est quand même un accord qui est intéressant pour le Canada, qui nous permet d'exporter en fait sans tarif. Si oui, il y a une négociation qui va avoir lieu, ça va être important pour le gouvernement du Canada de défendre nos producteurs, défendre nos entreprises canadiennes, s'assurer qu'ils continuent à avoir un accès au marché américain parce que sinon ça va être, comme vous l'avez dit, ça a un potentiel de danger important. Merci beaucoup. Bon, mais ça m'a fait plaisir de vous parler. Reste à savoir si les élections américaines affecteront beaucoup la ville de Sherbrooke. C'était Amélie Lapierre pour la salle des nouvelles de la Montée de Bar. Après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou eut informé l'administration Trump, le Parlement israélien examinait lundi une loi qui permettrait à l'État de s'approprier des centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. Cette loi sert à légaliser, au regard du droit israélien, le vol des terres palestiniennes. Le ministre des Sciences et de la Technologie, Ophir Akonis, du parti de droite Likoud de M. Netanyahou, a retroqué que toutes les terres d'Israël appartiennent au peuple juif. Ce droit est éternel et incontestable. Reste à voir si cette loi sera acceptée prochainement. Étant donné la montée de la popularité des drogues dans nos rues, le gouvernement s'est senti forcé d'agir. Pour ce faire, il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à lui. La légalisation de la marijuana a été évoquée. Apparemment, ce n'était pas assez. À présent, le gouvernement québécois décide d'ouvrir 3 piqueries à Montréal. Pourtant, ce n'était qu'une approbation conditionnelle. Espérons que celle-ci soit acceptée et appliquée afin de venir en aide aux consommateurs qui pratiquent leurs activités illicites dans de mauvaises conditions. D'après le président actuel de la Syrie, Bachar el-Assad, des terroristes se sont cachés parmi les réfugiés afin de pouvoir migrer vers l'Europe. La panique provoquée dans le monde par les meurtres et les autres atrocités commises par l'État islamique, ainsi que d'autres associations soi-disant musulmanes, cette panique a eu comme conséquence des actions prises un peu trop rapidement. C'est pour cela que parmi les migrants se trouvent certains terroristes, sans s'en apercevoir. Depuis que Donald Trump est président des États-Unis, la haine explose sur le web au Canada. Les propos haineux et parfois même controversés semblent trouver un écho favorable aux Canadiens. Selon l'analyste médiatique de Cision, James Rubeck, plus Donald Trump gagnait en popularité, plus les commentaires offensés et racistes augmentaient au Canada. Pour le philosophe Charles Taylor, coprésident de la commission Bouchard-Taylor, la situation commence à l'inquiéter. Je croyais que le Canada était un pays paisible, très tolérant, très ouvert. Malheureusement, les faits nous démontrent qu'il n'en est pas ainsi. On est exactement au même niveau, explique-t-il. Après la pause, le volet culturel de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, la question Vox Pop est sur notre plateau, M. Daniel Rouillard.
on to me. Don't leave me wondering what's in your mind. Walk with me, let all your thoughts go free. Open the lock with me and see what we find. Talk to me, Si j'arrête. just tell me everything. We don't have. Pour l'entrevue d'aujourd'hui, nous recevons M. Rouillard, enseignant de l'école secondaire du Triolet. Il nous informera sur le changement des crédits pour le cours du monde contemporain. Bonjour, M. Rouillard. Bonjour. Le ministère de l'Éducation ramène le cours d'économie à l'automne 2017. Par contre, pour ce faire, il doit couper des cours du monde contemporain. Pouvez-vous nous dire quelles sont les conséquences de cette situation? Oui, d'abord, j'aimerais juste vous corriger un petit peu. Il ne s'agit pas d'un cours d'économie, mais bien de finances personnelles. L'économie, c'est une discipline qui va au-delà de seulement les aspects financiers. Donc, il veut ramener un cours de finances personnelles, parler des trucs sur les cartes de crédit, les taux d'intérêt, des choses comme ça. Pour ce qui est du cours monde contemporain, c'est un cours de géopolitique avec des notions d'économie. Donc, la conséquence, c'est qu'on va retrancher la moitié des heures de cours. Il s'agit de 100 heures, normalement, ce cours-là. Et ça va faire en sorte qu'il va s'enseigner seulement 2 des 5 thèmes au programme. Dans cette façon-là, il y a une logique qui se perd. Et puis, un paradoxe là-dedans, c'est qu'il risque d'y avoir moins d'enseignement d'économique, puisque le monde contemporain a des gros volets d'économique, risque d'avoir moins d'heures d'économique qu'avant la décision du ministre. Donc, une conséquence à cet effet-là, selon les choix des enseignants, parce que la décision revient aux enseignants, quel thème ils vont faire ou non. Et puis, ça va être très variable selon les élèves et puis les groupes. Donc, ça amène plusieurs problématiques. Puis, de façon générale, je dirais la qualité des diplômes et de la formation qui sont délivrés. Puis ceci étant dit, sans rien enlever à la validité ou à la pertinence d'un cours d'éducation financière, là, j'en ai rien contre, ni mes autres collègues, là, mais c'est vraiment d'essayer de trouver la meilleure qualité, puis peut-être de retrancher ailleurs, selon nous. En cette ère post-factuelle, de quelle manière le cours de monde contemporain pourrait servir de rempart dans cette situation? Oui, je vois que vous avez bien fait votre recherche, puis j'entendais que M. Donald Trump, là, dans votre reportage, là, il y a beaucoup d'incidences sur des commentaires haineux sur l'Internet, tout ça. Et puis, justement, il est entré au pouvoir selon beaucoup d'analyses avec des bulles sur Facebook. On est beaucoup entre nous, on fonctionne avec des affinités. Moi, le premier, les médias sociaux, on est avec des amis qui partagent des affinités, des champs d'intérêt. Et puis, quand dans les médias sociaux, entre des choses qui sont fausses, vous parlez d'ère de post-vérité ou post-factuel, on parle même de faits alternatifs, là, ce qui est un peu ridicule. D'ailleurs, à sa cérémonie d'assermentation, les photos qui ont été présentées selon l'administration Trump, ils ne représentaient pas la vérité. Donc, entrer comme ça dans des bulles Internet sans tenir compte de la crédibilité des sources, c'est un gros problème. Et puis, dans le cours Monde contemporain, selon que les enseignants vont vous donner des activités ou faire des discussions avec vous comme élève, ça permet d'aller discriminer les sources d'information pour aller trouver les meilleures sources et puis de remettre en question, justement, exemple, il y a un tweet célèbre de Donald Trump qui disait que le réchauffement climatique, c'est un complot chinois qui vise à défavoriser les Américains pour voler des emplois. Donc, pour au moins 97% des spécialistes de la question, si c'est quelque chose qui est vrai, c'est important là, de trouver les bonnes sources puis d'avoir une information qui est juste. Comme la mise en vigueur de ce projet se fait très rapidement, est-ce que c'est tous les enseignants de monde contemporain qui sont prêts à faire ce changement-là? Non, je ne serais pas prêt à dire ça. En fait, beaucoup d'enseignants se sentent floués là-dedans, c'est-à-dire que le ministre va très, très rapidement. Puis l'idée, c'est pas d'empêcher qu'il y ait de l'éducation financière, comme je le disais, mais le fait qu'il va très, très vite, c'est que les enseignants, ils se considèrent justement déconsidérés, parce qu'après 8 ans à faire monde contemporain, ils commencent à trouver que le cours roule bien, que ça motive les élèves. Et puis tout à coup, là, à quelques semaines, c'est presque des semaines, là, on se retrouve à dire, non, vous allez amputer la moitié de vos préparations de cours, de ce que
vous avez lu, de ce que vous avez préparé pour rendre ça pertinent auprès des élèves, et vous devez vous approprier des nouvelles connaissances. Et puis, c'est pas simplement de connaître ce qu'on va enseigner, mais de savoir comment on va faire des activités pédagogiques signifiantes puis intéressantes pour les élèves. Donc, oui, beaucoup d'enseignants, je vous dirais, trouvent que ça va trop vite et puis se demandent est-ce qu'il va y avoir une formation adéquate, est-ce qu'ils vont avoir le temps d'intégrer la formation, puis est-ce qu'il va y avoir du matériel pédagogique pertinent aussi pour les élèves dès la prochaine rentrée. Puis beaucoup d'entre nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait un moratoire pour remettre ça d'une année. Un moratoire, hein, ça veut dire on prend une année pour bien faire les choses, alors de telle sorte qu'il pourrait avoir encore 100 heures de monde contemporain et sans doute 50 heures d'éducation financière, mais bien faite et avec des enseignants fin prêts et qui auraient été respectés par leur ministre. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Ici Simon Dequel à l'École secondaire de la Montée pour Salle des Nouvelles. Pour la question Vox Pop d'aujourd'hui, Erika Jutras et Marika Lagrange sont allées demander aux élèves de l'école ce que signifie la Saint-Valentin pour eux. En ce mois de février, nous avons demandé à quelques élèves de l'école Lebert ce que signifie pour eux la Saint-Valentin. Pour certains, c'est une fête de l'amour et pour d'autres, c'est une affaire de marketing. La Saint-Valentin, je pense que c'est un moment qui est fait pour la famille, pour partager des moments ensemble, puis avoir beaucoup de plaisir, puis manger du chocolat. Je pense aussi que c'est une fête pour l'amitié. Puis c'est ça. Bon, la Saint-Valentin pour moi, c'est le temps de montrer notre amour, de partager l'amour avec tout notre entourage. Personnellement, je trouve, contrairement à beaucoup de personnes, moi, c'est pas la fête des amoureux, moi, c'est la fête des célibataires pour mes amis, là. Qu'est-ce que la Saint-Valentin représente pour moi? C'est juste l'argent, là, qu'on pitch des magasins, là. C'est la fête de l'amour, mais pas seulement couple, mais amitié. La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 13 au 17 février 2017. Les deux journalistes, Jessica Bourget-Desruisseaux et Camilla Bouffard, ont trouvé quelques informations sur ce sujet. Depuis plusieurs années, il y a de moins en moins de décrochage scolaire chez les jeunes au secondaire. Depuis les années 1990, le niveau de décrochage a diminué de 20 % jusqu'en 2006. Malgré tout, depuis les années 2007, les jeunes recommencent à vouloir arrêter l'école, ce qui change les statistiques. C'est pourquoi le niveau de décrochage scolaire est plus élevé que le nombre de personnes qui ont leur diplôme. Partout au Canada, le Québec est classé au premier niveau du décrochage scolaire. C'est ainsi que le Québec a instauré la semaine de la persévérance scolaire, qui aura lieu cette année du 13 au 17 février. Durant cette semaine, le Québec offre des projets tels que les campagnes de sensibilisation, des initiatives de sensibilisation à la conciliation études et travail pour les adolescents qui travaillent et plusieurs autres. Ici Jessica Bourget-Desruisseaux pour la Salle des Nouvelles. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se termine. À la réalisation, Ariane Pomerleau et Samuel Carrier. Et au pupitre, Rosemane Gagnon et moi-même Yacine Hamdi. Prenez le temps de consulter le générique, vous verrez le nom de tous les collaborateurs. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.